Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va décrypter un petit peu quels sont les tops et les flops de ce chapitre 4 de Lorcana, le retour d'Ursula. L'idée ça va être de regarder quelles sont les cartes qui étaient attendues avant la sortie du set et si elles ont réussi à performer ou non. Celles qui ont le mieux performé, qui sont le plus jouées compétitivement vont finir dans les tops et celles sur lesquelles on avait une certaine attente évidemment et qui finalement n'ont pas du tout vu de jeu actuellement, eh bien, seront classés dans les flops. Avant de passer dans la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser le pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire, de dérouler la description pour nous rejoindre dans tous nos réseaux sociaux pour nous soutenir. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien louper. J'espère que les dernières vidéos, notamment le gameplay en remote duel, vous a beaucoup plu. Je vais en profiter aussi pour remercier notre sponsor Ultimate Guard sur toute l'année 2024. Si vous cherchez les meilleurs accessoires TCG, que ce soit des protections de cartes, des binders ou alors des deckbox, c'est eux qui font vraiment les meilleurs produits. On a un lien affilié directement dans la description si jamais vous voulez découvrir ça. Je fais un disclaimer avant qu'on arrive dans les tops et les flops. C'est pas parce que actuellement une carte n'est pas jouée, parce qu'au regard du contexte et du méta, elle ne s'insère pas compétitivement dans les meilleurs decks du format, que c'est forcément un flop définitif. Il y a plein de cartes qui, au moment où elles sortent, ne sont pas jouées et finissent par trouver du jeu, ou parce que certaines cartes finiront peut-être par être bannies, ou parce que certaines cartes qui vont sortir dans les extensions suivantes vont permettre de leur redonner un petit peu de vie dans le format. Donc toutes les cartes qui sont en flop actuellement, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises cartes. Au contraire, on avait des attentes dessus. Donc ça veut dire qu'elles sont plutôt intéressantes. C'est plutôt que quand on les contextualise dans le metagame actuel, elles ne sont juste pas jouées. Pour les tops, c'est pareil. Actuellement, il y a des cartes très fortes qui sont méta-contextuelles, donc on ne peut rattacher que au metagame, mais qui peut-être dans les prochains sets finiront par disparaître naturellement. Première carte dont j'ai envie de parler, eh bien c'est un flop malheureusement, c'est notre ami Pegasus. Pourquoi c'est un flop? Parce que c'est une carte sur laquelle on était plutôt haut, c'est une carte qui se shift pour 3 et qui va nous permettre notamment de chanter des chansons. C'est une carte qui est floodborn, donc on pensait naturellement que la carte allait s'insérer dans les decks Bucky. Et en fait, plus le metagame a avancé avec le chapitre 4 et plus la carte a fini par disparaître pour être présent en quelques copies parfois dans les decks vert-violet, juste parce que de manière opportuniste, on joue déjà la version Pégase à 1 mana, et donc de rajouter la version à 5 qui peut se shifter à 3 tout en ayant l'évasive, c'est un coup d'opportunité acceptable au deck building. Mais c'est vrai que dans le deck Bucky, qui est un des decks les plus représentés du format, quand bien même ce Pégase est un floodborn, eh bien il n'est pas joué. Premier flop, le Pegasus. Deuxième flop, et je sais que la communauté l'aimait énormément, ce Goofy qui est 2/4 pour 4, qui a le rush, donc qui peut challenger un personnage au moment où il arrive en jeu, et qui, lorsqu'on le fait, nous permet de gagner des lores. Et bien cette carte-là, elle aurait pu trouver sa place dans les decks violet-rouge, mais maintenant on a des listes qui sont quand même très établies de violet-rouge, qui veulent spécifiquement essayer de passer en dessous les decks bleu-rouge et générer assez de value pour ne pas se retrouver au top deck contre les decks Bucky, et Goofy n'accomplit ni l'un ni l'autre dans le deck. Malheureusement, il a laissé sa place à d'autres cartes. La Miss Scuttle, alors ça pour le coup c'est une surprise, parce qu'au début du chapitre 4, la carte était beaucoup jouée, notamment dans bleu-rouge contrôle, bleu-rouge objet. C'est une bonne carte d'early game qui allait nous chercher mécaniquement un objet et donc nous permettait ensuite de pouvoir compter sur Flaversham pour piocher des cartes. Et en fait, plus le metagame a avancé et plus Scuttle a fini par disparaître des listes, notamment parce que notre tour 2 privilégié, préférentiel, eh bien c'est je vole pour commencer à s'accélérer. Et donc petit à petit, cette carte-là a disparu des decks bleu-rouge pour parfois rester un petit peu dans les decks bleu-gris qui sont un peu moins populaires. Mais c'est un peu une espèce d'ascenseur émotionnel pour la Miss Scuttle qui a été vraiment joué au début et qui ne l'est plus du tout actuellement. C'est aussi une question de coût d'opportunité. La carte n'est pas mauvaise, mais on est limité à 60 cartes pour des raisons mathématiques. On n'a pas envie de monter au-dessus en compétitif à l'Orcana. Et quand bien même la carte est ok, si on a d'autres qui sont meilleurs, il faut trouver de la place, et c'est Scuttle qui a eu la défaveur des joueurs compétitifs. L'ami Gaston, énorme flop, carte extrêmement attendue à la sortie, tout le monde en parlait lors des spoilers, lors des tops des meilleures cartes de l'extension à la sortie. C'était censé donner encore plus de jus et de peps à un deck que les gens apprécient bien, qui s'appelle Mufasa Roulette, et Mufasa Roulette déjà a totalement disparu, ne participe plus du tout dans les tournois et on ne les retrouve pas dans les tops, et en plus de ça, ce Gaston n'a pas trouvé de place ailleurs dans le metagame. En tout cas, les decks jaunes au global, à part le fait qu'ils soient représentés par Amber Steel, sont des decks qui sont assez peu présents. Donc gros flop pour Gaston, qui était quand même un petit peu attendu à la sortie. Ça pour le coup c'est un flop personnel, il y a très peu de gens qui attendaient cette carte à la sortie. Moi j'étais assez au-dessus pour avoir pas mal joué des decks tempo,
un peu dynamique, à base de violet, qui va essayer de lorer en début de partie, piocher des cartes au milieu de game et finir avec des castles. Je pensais que cette carte-là allait rentrer à minima dans les decks vert-violet. C'est une chanson qui se chante facilement, notamment avec les Ursula, à deux qui vont regarder la main de l'adversaire. Je pensais qu'il y avait des petits tricks à faire, que ça pouvait nous permettre de prendre la tempo rapidement sur la partie. Et visiblement, encore une fois, je pense que c'est un peu comme Eureka, donc Scuttle, c'est un coup d'opportunité. La carte est très bonne, mais comme on doit faire un choix pour insérer 60 cartes dans notre deck, bah, celle-là, elle ne passe pas le cut, comme on dit. Et je continue à penser que dans quelques extensions, dans certains metagames, la carte finira par être jouée. Je l'aime bien, mais actuellement, c'est un flop. Énorme flop aussi, Look at This Family, qui était très attendu à la sortie. Tout le monde pensait qu'Amber Steel allait jouer ces chansons-là, que c'était en tout cas le deck qui était le plus capable de jouer des chansons Sing Together. Les gens attendaient globalement, j'aurais pu mettre quasiment toutes les chansons Sing Together dans dans ce flop, dans ce top flop finalement, parce que les gens étaient assez chauds sur ces cartes-là à la sortie. Nous, en tout cas sur la chaîne, on aimait bien celle-là et la chanson rouge, mais qui est un énorme flop, mais ça, personne l'attendait, donc je la mets pas dans les flops, c'était déjà attendu comme un flop. Globalement, on va dire que c'est toute la mécanique Sing Together qui est un flop, ça te demande d'avoir plusieurs personnages sur le terrain pour pouvoir caster des cartes qui sont puissantes, donc c'est un peu un effet snowball, c'est-à-dire que ça te fait gagner quand tu es déjà en train de gagner, alors qu'Anna, quand tu as plein de personnages sur le board, tu es déjà pas trop mal, et donc Look at This Family a pas du tout trouvé sa place dans le compétitif, et non plus dans les decks Amber Steel. Énorme flop aussi, cette Mulan. Pour le coup, nous, on le savait, on n'y croyait pas du tout. On vous avait défendu le fait que la carte serait probablement pas très jouée. Ça n'est quasiment jamais arrivé, à part en tout début de format où les gens ont testé de shift cette Mulan-là sur la Mulan Early Game qui permet de se blesser, qui synergisait bien avec les réponses. On voyait un peu ça dans une synergie Mufasa Roulette. C'est possible que dans cette structure-là de deck, ça soit pertinent, mais comme Mufasa Roulette n'est plus du tout à la mode, eh bien Mulan n'a jamais vraiment trouvé sa place. Je pense quand même que la carte n'est pas inintéressante. On a beaucoup de Mulan qui sont assez intéressantes. Moi, dans ma besace, en deck un peu exotique, mais avec une orientation un peu compétitive, j'ai dans mes cartons un deck Mulan chanson que je vous présenterai peut-être sur la chaîne et qui pourrait intégrer cette Mulan légendaire. Autre énorme flop personnel, le fou opportunistic Flunky de 3 pour 3 qui permet de se jouer gratuitement dès lors qu'on va pouvoir bannir un personnage adverse en passant par le fait de le challenger. C'est une carte qui lore que pour un, mais en fait c'était vraiment une carte qui dans le trade game, qui était un petit peu le cas du chapitre 3, dès lors qu'on jouait des decks à base de violet, et bien était vraiment le roi du trade game. Ça nous permettait par exemple de Rafiki tour 1, Pinocchio, j'engage ton tour 1 ou ton tour 2 selon si vous êtes sur le play ou sur la draw. Je le trade avec mon Rafiki, je descends le fou, donc j'ai déjà mécaniquement un drop 3 qui peut chanter sur mon tour 3. Et ça me paraissait être beaucoup de value, beaucoup de choses réalisées sans jamais dépenser aucune source d'encre. Visiblement, je pense que c'est Violet-Gris qui a pas mal disparu du format, même s'il y en a quelques-uns qui ont commencé à reperformer actuellement. Mais pour l'instant, il ne joue pas avec le fou. Je pense que le metagame est beaucoup moins propice au trade de board, déjà parce que Bleu-Rouge est très populaire, parce que Bucky ayant la ward et ne s'engageant jamais, on va pas aller taper dans les cartes du deck Bucky, et donc pour l'instant, comme on ne passe plus vraiment par des échanges de personnages, bah, le fou ne trouve pas du tout sa place, mais c'est sûr à n'en pas douter que c'est une carte puissante de l'Orcana et que ça finira tôt ou tard par rentrer dans certains decks. Autre master flop, et ça c'est pas faute de vous avoir prévenu, hein. Under the Sea, la Sing Together à 8, même chose que pour Look at This Family, c'est très difficile de pouvoir chanter à 8 pour pouvoir jouer cette carte-là. Ça a quelques applications dans quelques decklists, on a vu quelques decks Bucky qui s'étaient mis à jouer ça, parce que vu qu'on a des floodborn, on est capable de le chanter, ça permet de remove notamment les Bucky adverses. Dans le Mirror, c'est une vraie option, c'est une vraie possibilité, mais par rapport à l'attente qu'avaient les gens sur cette carte-là, qui la mettait quand même une des plus fortes cartes du metagame, et bien forcément, ça finit par être un flop. On parle de... On va designer des decks autour de cette carte-là, et ça va être une des meilleures cartes du chapitre 4, c'est une tech acceptable en un exemplaire en Mirror de Bucky. Et enfin, le flop master, pour moi c'est mon numéro 1, le top du top du top du flop. Et ben c'est cet Ariel qui avait été révélé au tout début du chapitre 4, qui avait lancé un petit peu la hype sur le retour d'Ursula. 3-8 pour 6 qui se shift pour 4, juste derrière la Ariel pour 3 qui nous permet de chanter des chansons, ça lore pour 2, tu joues des chansons, ça fait de la gestion de board. Il y a un peu tout sur cette carte-là pour qu'on soit intéressé, pour qu'on la trouve cool. Elle a 8 d'endurance, donc c'est très dur à aller chercher. Si tu affrontes un deck avec une base grise, il peut jamais la déloger, et toi tu peux un peu sniper tout le board de l'adversaire.
Force est de constater que la carte, elle a pas trouvé sa place dans Bucky, c'est normal, on n'a pas de princesse, enfin en tout cas de Ariel sur laquelle la shift. Et pour 6 mana, je pense qu'on fait beaucoup mieux, mais c'est surtout ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle n'a pas trouvé sa place dans Amber Steel, qui recommence un petit peu à performer, notamment sur les bases de Frank Karsten, avec des piglets. Et donc, comme c'est des bases qui sont plus agressives pour essayer quand même de passer en dessous des decks bleu-rouge contrôle, bah, Ariel n'accomplit absolument rien dans cette stratégie-là et elle n'est pas jouée. Donc pour moi, c'est le plus gros flop de ce chapitre 4, le retour d'Ursula. Bon, maintenant qu'on a bien cagué sur les cartes, moi je préfère qu'on se quitte sur une note positive. On va passer maintenant sur les tops. Quelles sont les cartes que peut-être les gens n'attendaient pas et qui ont finalement été déterminantes dans ce metagame actuellement et qui sont jouées dans les listes les plus compétitives, ou alors quelles sont les cartes qui étaient très attendues et qui confirment dans les tournois, qui confirment dans les faits, parce qu'elles sont énormément représentées. Premier top, eh ben, c'est cette Gritstone Dragon. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur la carte. Nous, on l'avait mis dans notre top 5 des meilleures cartes bleues. Alors, sans vraiment savoir pourquoi elle serait jouée, parce que finalement, c'est une carte qui répond spécifiquement à un scénario, c'est celui d'affronter Bucky Discard. L'idée ici, c'est qu'au lieu de passer par la plume en forme d'arête qui va nous demander d'ancrer des cartes de notre main et donc du coup d'avancer plus vite au top deck et de faire le jeu un petit peu des decks verts, et bien cette carte-là, à l'inverse, elle va nous permettre de rejouer les cartes de notre cimetière comme des encres, et ce qui du coup nous permet d'invalider potentiellement la défausse des decks verts. Donc elle répond à un metagame, à un scénario bien particulier auquel on n'avait pas forcément pensé, mais c'était une carte qui était ancrable, qui nous paraissait plutôt intéressante et qui rentrait mécaniquement bien dans les decks contrôle pour pouvoir ramper sans utiliser des cartes de notre main. Il se trouve que le metagame lui est favorable, très bonne carte. Autre carte qui confirme le fait qu'on a envie de jouer des Floodborn derrière Diablo et que ça a l'air d'être un bon plan de jeu dans ce metagame. Le Aladdin qui est 3-3 pour 3, Killer pour 1, qui a pris la place de Benja dans tous les decks qui vont jouer Bucky. On conservera Benja dans les decks agressifs qui, eux, ne cherchent pas à jouer des Floodborn, parce que Benja, lui, il fait son effet quand il arrive en jeu, on n'a pas besoin de passer le tour. Et en plus de ça, il leur pour 2, donc ce qui est quand même vachement mieux. Mais dans les decks, on a besoin de Floodborn pour pouvoir déclencher la capacité de Diablo et de Bucky pour pouvoir vider des cartes de la main de l'adversaire. Bah, ce Aladdin est devenu un must-have dans les decklists. Notre ami Ariel, je pense que les gens étaient plutôt divisés sur la carte. 6 non ancrables, 3-4, la Ward génère 3 de l'or, mais peut en générer 5 dès lors que vous la mettez dans le bon deck. Et ben, c'est une carte qui finalement est en top, puisque c'est une des cartes déterminantes des decks bleu-gris. Alors, des decks bleu-gris qui sont plus mid-range, d'autres qui sont plus axés combo. Dès lors qu'on va sur l'axe un peu combo, cette Ariel est vraiment extrêmement puissante. Ça nous permet notamment aussi de faire des sous-fétiches vraiment puissants. Donc c'est une bonne carte. C'est pas forcément la meilleure carte du chapitre 4, mais il y a vraiment des gens qui n'étaient pas forcément fans de la carte. Donc je pense que c'est quand même un top, sa jouabilité actuelle. Une des cartes les plus attendues et une des cartes qui confirme. Notre ami Sissou, un 4 pour 3, ancrable, killer pour 2. Elle gagne +1 de force pour chaque carte dans la main de l'adversaire. C'est une carte qui est vraiment très puissante, notamment quand on la joue dans les decks violet-rouge. C'est une carte qui tient le board, qui est capable de lorer très rapidement. 2 de l'or pour 3 de mana, c'est cool. Qui a beaucoup d'endurance, donc qui est difficile à déloger. Et qui en plus peut essayer d'aller challenger les flins des decks violet-rouge en mirror, ou alors dans les decks bleu-rouge, en ayant une force pas mal plus élevée, ce qui va vous permettre naturellement ou de trigger votre flin ou de challenger le flin de l'adversaire. Il se trouve qu'on a d'autres très bons Sissou dans le chapitre 4, donc en plus c'est un support à altération intéressant. La carte, elle fait absolument tout ce qu'on attend d'elle et elle confirme. Big King Undisputed pour 4 non ancrables, la carte qui permet de faire sacrifier une carte au choix de l'adversaire sur son terrain. C'est une carte que les gens aimaient pas forcément beaucoup au reveal parce qu'elle a souvent été comparée notamment à Medusa. Et en fait, on se disait que cette carte-là, pour 4 mana, tu fais sacrifier une carte, alors que Medusa, pour 6 mana, tu fais sacrifier une carte. Enfin, Medusa ou Tremaine, plutôt Tremaine même. Tu fais sacrifier une carte, mais tu as le body, donc les statistiques de 4 d'attaque et 4 d'endurance, avec le fait que la carte puisse lorer. Et c'est vrai que quand tu compares comme ça, tu as l'impression qu'en fait, tu as eu les statistiques de Tremaine pour seulement 2 ressources de plus. Et donc, c'est vrai que si on fait cette analyse de manière comparative, on va plutôt valoriser les Medusa et les Tremaine que les Big King Undisputed. Mais ce qui, à mon sens, fait le jus de cette carte-là et ce qui fait que la carte elle est présente en 2 à 3 exemplaires dans tous les decks violet-rouge, c'est qu'en fait, c'est une chanson. Et du fait que ça soit une chanson, ça nous permet mécaniquement de la chanter et donc du coup de la payer pour 0. Et c'est vraiment extrêmement fort.
Un des patterns de play qui était le plus puissant dans le deck gris-violet que j'ai joué à Lille, c'était de pouvoir faire Zeus chanter avec mon lapin, donc Merlingote. Et ben, dans violet-rouge, on n'a pas de pattern de play Zeus lapin, mais maintenant on a un pattern de play lapin Big King Undisputed, et c'est vraiment très puissant en fonction de ce que vous affrontez. Autre top, alors lui, pour le coup, je sais pas si les autres créateurs de contenu, notamment américains qui ont fait beaucoup de top, beaucoup de tier list à la sortie du chapitre 4, je sais pas si les autres créateurs de contenu l'avaient vu, mais en tout cas, nous, on l'avait pas vu. Avec PL, ce Sissou à 8 non ancrables qui va l'aurer pour 3 et qui va nous permettre de faire un espèce de clean de board, notamment contre les decks verts, pour toutes les cartes tous les personnages qui vont avoir 2 d'attaque ou moins. La carte est très bien, la carte en plus elle peut shifter pour 6 pour essayer d'arriver très vite. C'est une espèce d'alternative en fait à Be Prepared, sauf que cette fois-ci ça te laisse un body sur le board qui peut aller ou prendre des trades ou alors générer 3 de l'or. Donc la carte est très puissante, elle a trouvé sa place en 2-3 exemplaires dans les decks bleu-rouge contrôle. Rien de plus à dire sur la carte. La petite carte aussi inattendue, qui est devenue pareil, une des cartes déterminantes des decks bleu-rouge, le Ice Block qui permet de diminuer la force de certains personnages. Ça marche très bien en synergie, notamment avec Sissou, et c'est aussi pour ça que la carte elle a été jouée. Puis en plus, c'est bien dans ton décompte d'objets. Il faut savoir que bleu-rouge a envie d'aligner pas mal d'objets, notamment avec Flavorsham, pour être sûr de pouvoir piocher très rapidement et entretenir la machine. Et ce Ice Block, c'est mécaniquement un peu comme un pop cycle supplémentaire qui te permet d'avoir des objets en début de partie qui en plus vont avoir des petits effets un petit peu intéressants en synergie avec tes autres cartes, mais en plus qui vont te permettre d'être sacrifié pour aller piocher avec Flavorsham. Le Ice Block, nous on l'avait pas forcément bien vu, mais c'est une carte qui a vraiment trouvé sa place ici au chapitre 4. En parlant d'Ice Block, elle est souvent couplée à cette carte-là, Brawl, qui est une vraiment des meilleures cartes, la meilleure commune je pense de ce chapitre 4 pour 3 mana. Ancrable, vous pouvez bannir n'importe quel personnage qui va avoir une force de 2 ou moins. Ça bannit Diablo. Voilà, c'est le concept, c'est d'avoir une carte qui répond coup pour coup à Diablo. Diablo ça coûte 3, Brawl ça coûte 3. Le joueur qui développe Diablo, il a toujours peur de se prendre un Brawl en réponse. C'est joué dans tous les decks rouges du format, que ce soit rouge-violet ou rouge-bleu. C'est une carte qui est extrêmement polyvalente et très puissante. Et qui en plus dans bleu-rouge peut même attraper des cartes beaucoup plus puissantes. Je pense notamment à des Robin des Bois, parce qu'on va être capable de baisser l'attaque de Robin des Bois pour la faire descendre à 2 et ensuite de faire un brawl pour le remove. Et donc ça, c'est une synergie qui est assez puissante. Ça marche aussi avec les beasts, en fait, avec les très bonnes cartes grises. Donc brawl, un must-have, que ce soit parce qu'on peut synergiser avec dans bleu-rouge ou parce que ça attrape les diablos dans rouge-violet. Le gigatop, pour moi, un des gigatops de ce chapitre 4, c'est l'ami Flynn Rider, qui est de 2 pour 2 en crabe, qui leur pour 1. Mais au début de notre tour, on n'a même pas besoin de l'engager, on n'a pas besoin donc du coup d'aller le mettre, entre guillemets, au défi des autres personnages de l'adversaire. On peut juste attendre, passer le tour, et au début de notre tour, si on a un personnage qui a plus de force que les personnages de l'adversaire, et bien dans ce cas-là, on va gagner 3 de l'or. Quand vous faites ça tour 2 contre bleu-rouge, objet, c'est trop fort, il ne peut pas faire la course avec vous, il ne peut pas rapidement jouer de personnage qui est capable de challenger la force de Flynn Rider et de vos autres cartes que vous allez aligner à côté. Certains essayent de jouer des Cruella bleus, insaisissables, parce que ça peut à la fois aller taper Diablo, à la fois temporiser un peu Flynn parce que ça a 3 de force, mais ça reste du coup des cartes de side main deck qui ne s'adaptent même pas à un plan de jeu particulier, mais qui s'adaptent à une carte spécifique, ce qui fait que ce sont des cartes qui sont quand même très étroites, et donc ce sont des réponses qui sont souvent pas toujours très pertinentes. Flynn Rider, c'est vraiment très puissant, c'est la source agressive de violet-rouge, et c'est ce qui permet à ce deck-là, là où il était plus contrôle lors du chapitre 3, d'être un peu plus agressif avec le chapitre 4. Et enfin, vous l'attendiez, est-ce que c'est une surprise que Diablo soit le top du top du top de ce chapitre 4? Je pense pas. La carte nous fait piocher. Alors oui, elle n'est pas ancrable et encore heureux. Elle a de petites statistiques et encore heureux. Mais elle a l'évasive. Dès qu'elle est engagée, que votre adversaire va essayer de piocher, vous allez piocher aussi. Vous pouvez en plus la jouer tour 2 en la couplant à un Bucky. Dès lors que vous défaussez une chanson, par exemple, qui est une carte action. Ça vous permet de faire des patterns de play qui sont vraiment délirants à base de un Robin des Bois au tour 1, un Bucky, un Diablo qui défausse une chanson, qui trigger l'effet de Bucky. L'adversaire il perd une carte de sa main dès le tour 2. Au tour 3, vous pouvez altérer votre Robin des Bois avec votre Robin des Bois Floodborn à 3. Votre adversaire, il repère encore une carte de sa main et vous de votre côté avec votre Diablo, eh bien, vous allez être capable de l'engager pour pouvoir piocher une carte.
c'est un enfer. Cette carte-là fait que l'entièreté du format est obligée à minima de la respecter et donc de jouer des brawls ou alors des réponses grises pour pouvoir le remove du terrain et ensuite que la game puisse continuer. Parce que si on laisse Diablo tourner trop longtemps, 3, 4, 5, 6 tours, vous allez prendre un avantage probablement irrattrapable sur la partie. Donc c'est pas une carte qui est extrêmement puissante, mais quand elle arrive trop tôt et que l'adversaire n'a pas la réponse, ça peut vite être un vrai problème. Voilà, c'était ma proposition top et flop du chapitre 4. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à le dire. On le fera aussi pour le chapitre 5. Ça vous permettra d'avoir les vidéos spoilers, les tops de manière anticipée de ce qu'on attend, entre guillemets, quelles sont les meilleures cartes qu'on pense être jouées lors des prochains chapitres à chaque fois. Et puis ensuite, en rétrospective, on se fait un top et un flop, déjà pour voir quelles sont les bonnes cartes du metagame, quelles cartes vous pouvez acheter de manière un petit peu safe et quelles cartes il vaut mieux pas acheter parce qu'elles sont en train de flopper. Et ça vous permet aussi de manière un peu plus amusante de voir si on a une bonne vision d'anticipation ou si on s'est gouré. Je trouve que globalement, nous, si vous regardez un petit peu nos vidéos reveal et top, on n'était pas trop loin. Pour l'Orcana encore, c'est pas trop difficile venant d'autres TCG de savoir quelles sont les cartes qui vont être bonnes et celles qui vont pas être trop bonnes. Là, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien au regard de ce top et flop. Hâte de me prêter à l'exercice pour le chapitre 5. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu, à partager autour de vous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.